Salut à tous, c'est Alan Duke, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est pour moi hyper important puisque c'est une probabilité vers laquelle nous nous dirigeons. Et franchement, c'est un sujet qui n'est pas forcément rigolo, mais bon, il faut aussi parler parfois de choses qui sont un petit peu plus, on va dire, dérangeantes d'une certaine manière, mais en même temps, le fait de bien le regarder en face nous permet de comprendre ce qui se passe autour de nous, et éventuellement d'éviter justement d'aller vers cette possibilité-là. Donc le sujet d'aujourd'hui va être les dangers du transhumanisme. Si vous avez vu la vidéo du mois dernier, donc où je parle d'Eden, c'est-à-dire et que vous êtes aussi allé sur mon site voir la vidéo Eden où j'explique ce que représente ce monde, on va dire, cette autre alternative par rapport au monde dans lequel nous vivons actuellement, c'est-à-dire un autre paradigme, une collectivité qui vit sur une base gratuite où les personnes donnent un peu de leur temps pour justement que la collectivité puisse fonctionner, où il y a un partage équitable parmi les richesses que peut nous apporter ce monde. Eh bien, avec cette vidéo d'aujourd'hui, vous allez comprendre la direction vers laquelle les élites sont apparemment en train de nous diriger. Et pour cela, bien sûr, je vais utiliser des films de cinéma pour vous expliquer combien Hollywood nous explique justement ce qu'est le transhumanisme et quelle est la finalité du transhumanisme. Nous allons prendre comme exemple 4 films. Le premier s'appelle Metropolis de Fritz Lang, le deuxième s'appelle Terminator de James Cameron, le troisième s'appelle bien sûr The Matrix des frères Wachowski, et le quatrième, on va dire, s'appelle Transformers. Et je pourrais encore en donner des films comme ça, en veux-tu, en voilà. On va même éventuellement ajouter encore un autre film qui s'appelle I, Robot avec Will Smith. Donc dans le film de Fritz Lang, là imaginez, on est en 1927, donc on est quand même au commencement du cinéma d'une certaine manière. Un réalisateur allemand qui s'appelle donc Fritz Lang nous fait un drôle de film qui s'appelle Metropolis. Un film très connu, on va dire, qui est régulièrement projeté un peu partout à travers le monde, ou même parfois il y a des orchestres philharmoniques qui jouent en live pendant la projection du film, qui était un film pour l'époque, un film muet, donc où nous avons bien sûr des textes écrits, donc on est vraiment avant encore le film parlant. Et ce film Metropolis nous montre, donc il faut déjà commencer, il faut voir que nous voyons donc des ouvriers travailler dans une usine, et on les voit rentrer dans l'usine, vraiment, on voit bien la gaieté qu'ils ont, la gaieté au cœur pour aller travailler, donc vraiment des esclaves qui rentrent dans l'usine pour travailler. Et à un moment donné, il y a une explosion dans l'usine, il y a tant d'ouvriers qui meurent, qui sont morts. Et ce qui est intéressant, c'est de voir après le portail de cette usine se transformer en une bête à cornes, et le portail s'appelle même Moloch. Moloch, Molech, c'est-à-dire, et là on est de nouveau à Babylone, bien sûr, chez les Cananéens. Donc quand on parle de Moloch, on peut l'appeler Molech, on peut l'appeler Baal ou Bel. C'est-à-dire c'est cette entité que ceux qui ont prêté allégeance au système babylonien, c'est-à-dire ceux qui contrôlent le monde aujourd'hui encore, ils font tous ce symbole cornu justement pour montrer leur appartenance à ce mouvement qui est relié au système babylonien. Et Moloch, cette bête à cornes justement, va devenir plus tard chez les chrétiens, par exemple, si on appelle Moloch, si on l'appelle aussi Baal ou Bel, bien sûr il est logique de comprendre qu'il va s'appeler, plus tard il va s'appeler Belzébuth. Et de nouveau, on retrouve de nouveau la perversion, la version du père. Nous sommes encore une fois avec le pervers, avec cette histoire de système patriarcal, c'est-à-dire la perversion qui nous impose un système dictatorial maquillé d'une certaine manière, c'est-à-dire on nous donne l'illusion d'être libre. Et là, on voit que ce personnage, donc Moloch, est déjà montré dans un film de 1927. Et une jeune femme dans ce film qui s'appelle Maria, elle a conscience justement de cela, elle est un petit peu, on va dire, la rebelle de ce système. On la voit qui est en train de parler au public, donc aux ouvriers, mais voyons, vous ne voyez pas que nous nous faisons exploiter, on doit créer une révolution, on doit se rebeller contre ce système. Et à un moment donné, dans ce film, et ça c'est une scène pour l'époque qui est quand même très très bien faite, je vous conseille de regarder rien que cette scène où on voit qu'elle est prise en otage par justement ce patron, le patron de cette société, et avec un chercheur, avec un scientifique, elle est posée sur un siège et elle est transformée en robot. C'est-à-dire que cette femme, qui est humaine donc, à un moment donné dans le film, elle est transformée en robot. Et ce robot même
ce premier robot, on va dire, de l'histoire du cinéma, va même inspirer plus tard George Lucas pour faire son 6PO de la série La Guerre des Étoiles. Donc cette séquence nous montre quoi? Le monde ouvrier qui est exploité par le système qui prête allégeance au dieu, à l'entité Moloch, et une femme dont le film est transformé en robot. Et ça, c'est ce vers quoi on est en train d'aller si on observe un petit peu le monde aujourd'hui. Tout doucement, nous sommes en train de remplacer la force ouvrière, c'est-à-dire le travail de l'homme, de l'humain, par des machines. C'est-à-dire les machines remplacent l'homme. Et là, on comprend aussi que pour les élites qui sont tout en haut, après, bien sûr, on est dans le monde de la conspiration, il y a des personnes qui vont dire qu'est-ce qu'il parle comme connerie, cet homme-là, mais de dire, mais eux, ils ont moins besoin d'ouvriers. Donc automatiquement, la durée de vie de l'ouvrier est beaucoup moins importante, c'est-à-dire, et puis même à l'époque déjà elle n'était pas importante la durée de vie, mais surtout on va s'en débarrasser de cet ouvrier-là. On n'a plus besoin de milliards d'individus sur Terre, il ne nous faut plus qu'une poignée de, on va dire, de millions pour faire fonctionner ce nouveau monde vers lequel on va, qui est un monde qui est complètement automatique, qui fonctionne avec des machines. Et donc, on comprend après la vaccination, où les gens vont tomber malades, les chemtrails, enfin toutes ces merdes qui nous balancent sur la figure pour nous rendre malades. C'est-à-dire, et puis les seuls qui vont survivre, bien sûr, ce seront ceux qui auront de l'argent pour se payer des soins équivalents, puisque le système social il est en train de s'écrouler. Donc, l'aide, bien sûr, les aides sociales, ils sont en train de, au niveau de la sécurité sociale, et aussi des aides par rapport à des interventions chirurgicales ou bien aussi, on va dire, au niveau des médicaments. Donc, tout ça, c'est en train d'être privatisé, donc, ou bien pas forcément privatisé, mais la caisse, il n'y a plus rien. Donc, si vous n'avez pas des complémentaires, c'est-à-dire des salaires équivalents pour vous permettre une complémentaire, vous n'êtes pas en mesure d'avoir un soin de qualité, on va dire, qu'on nous impose d'une certaine manière. Donc, on comprend que les personnes vont vivre, mais il y a toujours un coût derrière pour survivre par rapport à cet empoisonnement qu'on nous balance sur la figure. Et le but, c'est vraiment de se débarrasser d'une masse d'ouvriers inutiles. On n'a plus besoin. Et ce qui reste, ce qui est intéressant, c'est justement ceux-là, on veut aussi les transformer encore en moitié homme, moitié machine. Mi-homme, mi-machine. Et c'est ça du transhumanisme aussi d'une certaine manière. C'est-à-dire d'un côté, on va vers un monde qui est complètement robotisé, informatisé, et d'un autre côté, des hommes, des humains. Bon, après, il y en a qui vont dire oui, mais c'est quand même cool, imagine, au lieu d'avoir une bête prothèse, parce que j'ai perdu un bras, on va pouvoir avoir des prothèses qu'on peut diriger par le cerveau, il y a quelque chose de quand même de génial là derrière. Bon, après, la question métaphysique que je vais poser, ou ésotérique, pourquoi j'ai perdu un bras? Voilà, bon, après, ça c'est un autre sujet qu'on ne va pas pouvoir aborder sur 30 minutes, mais pour dire pourquoi j'ai perdu un bras. Mais le fait est qu'on veut tout réparer à l'extérieur, c'est-à-dire pas de problème, on va te mettre un bras mécanique que tu vas pouvoir diriger avec ton esprit et puis l'affaire elle est réglée. Mais quand on parle de puce, mais pas maintenant la puce sous-cutanée, ça va être à la fin de cette émission, on va parler de cette puce-là, mais je vous parle d'une puce qui va pouvoir soi-disant améliorer nos capacités intellectuelles et cérébrales. Donc des puces implantées dans le cerveau. Mais je dis, mais franchement, est-ce qu'on est vraiment d'une bêtise aussi abyssale pour se dire que ça va nous aider? C'est tout à fait le contraire qu'on est en train de faire. C'est-à-dire qu'au lieu de redévelopper, d'aller en arrière d'une certaine manière vers ces anciennes cultures qui avaient un cerveau qui fonctionnait, mais d'une manière beaucoup plus performante que le nôtre, on veut tout régler avec des puces ou de l'intelligence artificielle pour nous rendre soi-disant plus intelligents. Alors que c'est faux. C'est-à-dire, au lieu de rentrer de nouveau dans la version ésotérique de l'être, on va vers une version exotérique, on est en train de matérialiser tout notre potentiel ésotérique dans la matière, et on dit c'est ça la solution. Et donc, on se transforme en robot. Et là, je fais un passage, parce que j'ai dit qu'on va parler de plusieurs films, donc, mais je passe sur la série Fringe, qui était quand même une série très intéressante, il y a eu 5 saisons entre 2010 et 2015, la série Fringe, où il y avait des personnages qu'on appelait les observateurs. Et ces fameux observateurs, au début, on pouvait penser que c'était des extraterrestres, alors que ce n'est pas le cas, ce n'étaient pas des extraterrestres, c'était des hommes du futur qui avaient la possibilité de se déplacer dans le temps. Et la particularité de ces hommes, justement, c'était leur froideur. Ils n'avaient plus de sentiments, leur sens était complètement atrophié. Quand ils allaient dans un fast-food pour manger un burger, ils se foutaient je ne sais pas combien de sauces fortes, ils ne sentaient plus rien.
Et là, on voit aussi leur comportement était très froid. Et qu'est-ce qu'ils avaient implanté dans le cerveau? Justement, ils avaient implanté une puce électronique qui, soi-disant, les rendait plus performants, mais cette performance, elle a un coût, c'est-à-dire notre humanité, d'une certaine manière. Et ça, c'est dans la série Fringe, donc il y aurait tellement de choses à raconter sur cette série-là, mais où on nous montre aussi une part de ce transhumanisme vers lequel on nous pousse, on nous force quelque part à nous diriger. Quand vous prenez par exemple la série des Terminator, il faut savoir déjà qu'à l'origine, l'auteur, c'est-à-dire c'est une femme qui a écrit aussi bien Terminator, mais il faut savoir aussi que c'est la même qui a aussi écrit The Matrix. C'était une auteure américaine noire, donc une dame qui même au moment où le film Matrix a été fait, eh bien, les frères Wachowski, ils ont fait une erreur, c'est-à-dire ils étaient intéressés par son récit, mais ils ont donc profité de son histoire et ils ne l'avaient pas rémunéré. C'est-à-dire que ça a été un procès en Amérique qui a fait quand même, où la femme, après plus tard, donc cette auteure noire, elle a gagné des millions de dollars, je ne sais pas combien, puisqu'ils avaient, justement, ils voulaient la contourner. Mais pourquoi je vous dis ça? C'est parce que, comme c'est la même auteure qui a écrit Terminator et The Matrix, qui s'appelle à la base The Third Eye, donc le troisième œil, c'est le nom original de The Matrix, cette auteure noire, elle a bien expliqué aussi les dangers du transhumanisme, puisque dans Terminator, on est en train de passer, et c'est ça le point, on va dire, le plus important, c'est le passage du robot programmé qui reste un robot, c'est-à-dire au service de l'homme, et l'intelligence artificielle. C'est-à-dire de transformer ce robot en quelque chose qui est similaire à la conscience humaine. C'est-à-dire à partir du moment où le robot commence, c'est-à-dire, je dis le robot, mais on peut dire aussi l'ordinateur, bien sûr, où il commence à avoir un raisonnement qui est similaire à celui de l'homme, avec même une peur éventuelle de pouvoir être déconnecté, c'est là où on commence à jouer avec le feu. Et c'est ça aussi qu'il faut comprendre, ce qu'est le transhumanisme, c'est-à-dire le transhumanisme. À partir du moment où nous créons une société, une collectivité, même dans mon Éden, je parle de robots. Je dis pourquoi pas employer, faire travailler à notre place, et là j'utilise le mot travailler, à notre place des machines, bien sûr écologiques, des machines qui ne vont pas polluer, on va dire, mais qui font des tâches où l'humain n'aurait plus besoin de faire, mais laissons ces robots être des robots. Pas besoin de les rendre intelligents, pas que tout d'un coup on en fait des robots plus réels que des hommes et qu'on doit créer tout d'un coup des droits des robots. Allons déjà vers les droits des animaux, ce serait déjà une bonne chose, mais le robot, laissons-le être un robot au service de l'homme et sans le doter d'une intelligence outre celle qu'il a besoin pour faire sa tâche journalière. Mais le danger avec le transhumanisme, c'est justement cette volonté de créer une conscience artificielle, justement, qui serait plus performante que celle de l'homme, ce qui est déjà une aberration, comme je vous ai dit avant. Le robot, même cette intelligence artificielle, elle va peut-être avoir une intelligence, parce qu'après la différence aussi entre un ordinateur programmé et cette intelligence artificielle, c'est le pouvoir qu'elle a de créer, quelque chose qui normalement n'est pas possible. Il n'y a qu'une intelligence humaine, on va dire qui est proche de l'homme, la conscience humaine, qui est capable de créer quelque chose à partir du rien. Alors que ces machines, normalement, ils ne peuvent que reproduire des choses sur lesquelles ils ont été programmés, mais si on rentre vers une intelligence artificielle, ça sous-entend que cet ordinateur, il aura la faculté de créer à partir de rien comme un humain. Et là, je vais rebondir encore sur un film très intéressant, c'était le dernier Alien, justement, où cet androïde qui s'appelle David, il dit à son créateur, il dit « Père, c'est toi qui m'as créé ». Et son créateur lui dit « Oui, c'est bien moi, mais tu es mortel ». « Oui, je suis mortel. Et par contre, moi, je suis immortel. » Et c'est là où donc cette intelligence artificielle commence à comprendre qu'elle est au-dessus de l'homme. C'est-à-dire dans son immortalité, le fait de pouvoir remplacer ses pièces, voilà, et puis que l'ordinateur central, il est toujours bien vivant, c'est de dire, mais nous, le robot, il pourrait se dire à un moment donné, mais nous sommes l'évolution de l'homme et nous sommes plus que l'homme. Et là, automatiquement, si on rebondit sur le film iRobot, bon, vous voyez que je vais quand même parler d'autres films encore, iRobot, on voit bien que cet ordinateur central qui est doté de cette intelligence absolue, c'est-à-dire la possibilité de créer, d'avoir conscience de son existence,
se dit le danger pour la planète, c'est l'homme, puisqu'il fait des conneries, il est tout le temps en train de faire n'importe quoi. Donc pour le sauver, ou bien pour sauver la planète, nous devons, pas forcément détruire l'homme, mais nous devons la servir. C'est là où les robots pourraient commencer, dans leur logique, de dire, puisque eux, ils sont quelque part équilibrés, ils ne sont pas dans le sentiment, ils n'ont pas d'émotion, ils n'ont pas de sentiment, ils ont juste un mental, c'est-à-dire une conscience qui leur permet de concevoir les choses. Et ils sont dans une logique absolue, de dire, mais pour préserver la planète et pour même protéger l'homme, on va prendre le dessus sur l'homme. Et on va même, donc hiérarchiquement, on se place au-dessus de l'homme pour préserver la planète. Donc des personnes, c'est un sujet extrêmement intéressant d'un point de vue philosophique, sur lequel on peut passer des heures à débattre pour parler de cette évolution. Mais le fait est que si nous nous dirigeons vers ce monde-là, nous allons créer un monde de robots, c'est-à-dire où l'humanité, dans sa beauté, c'est-à-dire absolue, c'est-à-dire cette humanité, parce qu'elle part dans tous les sens, bien sûr. L'homme, il est capable du pire comme du meilleur, donc. Mais cette humanité va complètement disparaître, et c'est là où je parle de ce danger du transhumanisme, justement. Les élites, eux, pour eux, ils sont toujours dans leur logique à eux. Ils disent, si on a le pouvoir de créer ça, on doit le créer, on peut le créer. Et si ces machines sont la suite, on va dire, de l'homme, c'est-à-dire la suite évolutive, entre guillemets, ben ça doit être comme ça. Si vous prenez justement la finalité, entre guillemets, du film, encore une fois, iRobot, avec Will Smith, justement, c'était ça aussi, de dire le robot, cette machine, veut dominer l'humanité, bien sûr pour la protéger, entre guillemets, mais d'une autre manière, on peut rentrer aussi après dans l'extrême, c'est-à-dire tout simplement l'éradiction, c'est-à-dire le fait de vouloir complètement effacer l'humanité de la surface de la planète. Et là, on prend le film Transformers de Michael Bay, donc le film Transformers, où le chef des robots méchants, entre guillemets, qui s'appelle Megatron, il dit « Notre monde verra le jour où le vôtre disparaîtra ». Donc, bien sûr, il communique avec les humains. Il dit « Notre monde verra le jour où votre monde sera complètement anéanti ». C'est pour ça qu'ils ont cette volonté de complètement détruire l'humanité. Donc, c'est là où on dit, quelque part, l'homme, en développant ces machines, c'est un petit peu, on va dire, la cantine du diable, où on est en train de jouer avec le feu, d'une certaine manière. Si on ne place pas dès le départ des garde-fous, entre guillemets, pour dire jusqu'où est-ce qu'on veut aller dans cette intelligence. On est encore une fois, et même Elon Musk, le directeur de Tesla actuellement, lui-même, il est en train de dire justement, en train d'expliquer aux personnes des dangers de ce transhumanisme, de cette volonté de robotiser le monde et puis aussi de rendre ces machines de plus en plus performantes. Et moi qui ai de mon côté une ouverture très ésotérique aussi des choses, c'est-à-dire de dire mais ça ne sert à rien, puisque nous ne faisons rien d'autre que d'extérioriser, c'est-à-dire de créer dans la matière à l'extérieur, quand on est en train de développer ces machines, ces robots, cette intelligence artificielle, nous ne faisons rien d'autre que de créer dans la matière ce que nous sommes ésotériquement parlant. C'est-à-dire si au lieu de faire ça vers l'extérieur, nous rentrerions de nouveau dans une philosophie de vie qui est basée sur l'éveil, la transcendance de l'ego, l'éveil spirituel, le processus de purification de la matière, c'est-à-dire ce qu'on appelle le grand œuvre alchimique, pour redevenir de nouveau cet être complet, nous pourrions de nouveau développer notre intelligence qui n'est pas artificielle, mais l'intelligence biologique, celle de l'être, nous pourrions la développer d'une manière telle que nous aurions de nouveau ce plein potentiel que nous avions de toute manière dans un temps tellement reculé, c'est-à-dire où l'homme était tout à fait différent de ce qu'il est aujourd'hui. Ça, c'est encore une fois un sujet que je pourrais éventuellement vous développer dans une autre vidéo pour parler des anciens, c'est-à-dire des anciennes cultures, de leur façon de voir le monde, de concevoir l'univers dans lequel ils évoluaient, et surtout aussi, et ça c'est encore plus intéressant, c'est le temps avant le temps, c'est-à-dire quand on parle de culture, on parle tout le temps des cultures païennes, c'est-à-dire on remonte au plus loin, on va parler de l'Égypte, on va parler des Sumériens, de civilisations comme ça, mais là on pourrait même parler du temps avant le temps où nous étions dans un monde où il y avait des êtres qui étaient encore différents de ce que nous pensons aujourd'hui, mais c'était nous dans une autre version, c'est-à-dire d'évolution.
Donc, pour revenir sur l'histoire du transhumanisme, nous allons, bien sûr, nous ne pouvons pas ne pas parler de transhumanisme en passant à côté d'un film phare, The Matrix. Et oui, quelle claque ça a été ce film en 97 lorsqu'il est sorti. The Matrix, les frères Wachowski nous ont foutu une de ces baffes. Je me rappelle bien de ce jour où j'ai vu ce film où je me suis dit waouh, je ne savais pas encore à l'époque ce que je voyais. C'est beaucoup plus tard, quelques années plus tard, où j'ai pris conscience de l'ampleur de ce scénario. Et merci à cette dame. Donc, vous m'excuserez, je n'ai même pas son nom, je ne sais pas son nom, mais l'auteure américaine, on va mettre sur la vidéo, on va ajouter son nom, bien sûr, pour que vous voyez comment elle s'appelle, de cette dame qui a justement eu ce coup de génie pour nous expliquer, donc à travers Terminator, bien sûr, et plus tard aussi The Matrix, qui s'appelle donc en réalité The Third Eye, le troisième œil, donc puisque bien sûr on comprend aussi qu'au moment où Neo est allongé sur ce siège et qu'on lui glisse une broche dans la nuque, ça se dirige directement vers la glande pinéale, c'est-à-dire ce troisième œil. Et voilà, et donc quand on parle de Matrix, de Terminator, on voyait bien que dans Terminator, le sujet c'était justement, on est passé du monde des humains vers le monde des machines et que le chef, on va dire, de ceux qui se rebellaient contre les machines avait envoyé, d'abord il y avait les machines qui avaient envoyé un robot pour l'exterminer, pour tuer sa mère, pour qu'il ne vienne même pas au monde. Et dans le deuxième volet, nous avions un deuxième robot qui est envoyé par lui-même, c'est-à-dire le chef, on va dire, des extrémistes qui sont contre les machines. Il envoie un robot pour se protéger lui-même contre un autre robot qui est encore, voilà. Mais là, on voit toujours ce sujet de futur, vers quoi on pourrait se diriger. Et ce qui est donc intéressant, c'est de voir après la suite, parce que quelque part, Matrix, c'est la suite, puisque là, on a l'humanité qui est complètement asservie. C'est-à-dire tellement asservie qu'ils n'ont même pas conscience d'être dans une illusion qu'on leur projette. C'est-à-dire, si vous vous rappelez un petit peu du sujet de Matrix, c'était aussi à un moment donné, il y avait donc cette guerre entre les hommes et les machines. Et comme les machines étaient autonomes, ils avaient le plein potentiel, ils avaient de l'intelligence artificielle, donc tout ce qu'il fallait pour concevoir, pour raisonner d'une manière comme un humain. Donc, il y a une guerre qui se déclare ouvertement entre les hommes et les machines. Et comme les machines, ils se nourrissaient, ils avaient besoin d'énergie, l'énergie solaire, les hommes, ils se sont dit, on va balancer des bombes nucléaires pour complètement assombrir le monde. Nous, on va essayer de survivre malgré les radiations, mais c'est le seul moyen qu'ils avaient vu. Et puis là, à un moment donné, comme la Terre était obscurcie, les machines, ils avaient découvert que l'homme, il pouvait être aussi une source d'énergie. Et c'est là qu'on comprend que les humains sont après créés dans des cocons, on va dire d'une certaine manière. On va donc pour utiliser justement leur énergie pour pouvoir, c'est des piles électriques. Dans Matrix, à un moment donné, Morpheus, il montre une pile électrique à Neo, il dit pour les machines, nous sommes ça, et il montre une pile, donc une pile électrique. Et là, on comprend tous les dangers du transhumanisme. Et c'est quand même malheureux que le cinéma nous montre cet exemple-là, et nous, on y va, mais c'est comme un TGV qui foncerait droit dans un mur bétonné, je ne sais pas combien de mètres d'épaisseur. On y va, allez, là, voilà, tout simplement. Alors que le cinéma est aussi, parce qu'après, dans la prochaine vidéo pour le mois prochain, nous allons justement parler du cinéma et de toute l'ambiguïté ou bien ce côté un petit peu bizarroïde que le cinéma nous apporte. Parce qu'il y a à boire et à manger dans le cinéma. Donc, revenons sur le transhumanisme. Donc, et ça, tout ça, ça se fait par étapes. Bien sûr, on ne va pas passer d'un monde comme il est aujourd'hui à ce monde de robots où tout est géré par les machines du jour au lendemain non plus. Et donc, les élites, bien sûr, ils y vont étape par étape. Et là, pour finir donc cette émission, je vais vous parler d'une étape clé hyper importante que les élites sont en train de nous préparer et où je dis bien sûr aux personnes, à partir du moment, donc, comme je vous avais dit dans la vidéo du mois dernier, je vous avais bien expliqué que nous sommes passés d'esclaves à une autre forme d'esclave qui n'a même pas conscience de son état d'esclave, puisqu'on a soi-disant la liberté, voilà, la liberté de tout, non, la liberté de rien, ni la liberté de dire vraiment ce qu'on pense. Bon, ça dépend. Si vous n'êtes pas connu, vous allez pouvoir encore balancer certaines choses. Dès que vous commencez à toucher des personnes, vous voyez combien les personnes sont censurées. Donc, zéro liberté d'expression. Au niveau du choix politique, zéro, puisque les personnes, c'est des pantins.
Au niveau de votre liberté de déplacement, essayez d'aller dans un pays étranger sans passeport, sans carte d'identité. Vous allez tout de suite voir quelles sont vos limites de votre prison, c'est-à-dire le pays sur lequel vous êtes né avec votre numéro de sécurité sociale. Après, il y en a qui vont dire ah oui, mais c'est pas. Je dis les nazis, ils avaient tatoué un numéro sur le bras des juifs. Donc nous n'avons peut-être pas notre numéro tatoué sur notre bras, mais nous avons un numéro de sécurité sociale qui est exactement la même chose. Donc ce fameux numéro, continuons, c'est quoi la logique qui est en train de se préparer? C'est la puce, justement, la puce RFID, donc Radio-Fréquence Identity, je ne sais plus comment c'est, donc on va voir aussi ce que veut dire le mot RFID, c'est Radio, Fréquence, Identity et le D, je ne sais plus maintenant, mais moi je l'appelle tout simplement la puce perfide, parce que dans le mot perfide, il y a RFID dedans. C'est-à-dire que les personnes qui voient que le côté pratique derrière cette puce, qui est tout à fait juste, c'est-à-dire dans cette puce, nous avons un côté pratique qui est indéniable. C'est-à-dire, surtout, on va toujours utiliser les peurs. À votre enfant, on va pouvoir être enlevé, mais s'il aurait sa puce sur lui, on va pouvoir tout de suite le localiser. Le pépé Alzheimer qui est en train de se perdre tout le temps, voilà, on peut le localiser, des choses comme ça. Le côté pratique par rapport aux achats et aux ventes, bien sûr, vous allez dans le supermarché, vous mettez dans votre panier tous vos produits qui ont leur puce, vous traversez avec votre panier le gate qui est donc électronique, non seulement il va calculer tous les achats, enfin les choses que vous avez dans votre panier, mais il va tout de suite vous le débiter puisque vous avez votre puce. Donc il y a tout ce côté pratique, bien sûr, qui est toujours mis en avant. Voilà, tout ça c'est génial, le monde des bisounours, oui et tout ça. Mais là où beaucoup de personnes n'ont justement pas conscience, c'est le fait aussi que ça peut être aussi un traceur, puisque nous sommes déjà tracés aujourd'hui avec nos iPhones, nos smartphones, avec les cartes bancaires, nous sommes tracés, on peut voir à la seconde où vous vous trouvez. C'est-à-dire que si vous avez un implant sous la peau, et détail très important, c'est cette position de l'implant, c'est-à-dire entre le pouce et l'index, donc qui est une zone d'acupuncture extrêmement importante. C'est-à-dire qu'ici, il y a un point d'acupuncture qui est relié à notre conscience, c'est-à-dire à notre cerveau. Et vous vous imaginez donc qu'on veut nous implanter, et après il y en a qui vont dire oui, mais ça c'est pour dans 1000 ans. Je dis non, en Amérique, en Belgique, un petit peu partout, ils sont déjà en train de ne pas l'imposer, proposer aux personnes qui veulent travailler dans les sociétés avec la pénurie de travail. Donc, vous voyez un petit peu l'arnaque, on va dire d'une certaine manière, c'est-à-dire que les personnes qui veulent travailler aujourd'hui, c'est très simple. Oui, on va vous embaucher, mais il y a une règle ici, c'est la puce. Voilà. Et donc, les personnes qui ne trouvent pas de boulot, ils l'acceptent. C'est là où on comprend un petit peu leur manière de faire, c'est-à-dire rien n'est imposé. C'est proposé ou bien c'est d'une manière beaucoup plus subtile. Parce que si demain, il y a comme une dictature, on va dire, ils imposent des choses, là, les gens, ils sentent l'enclos. Mais cet enclos, nous sommes dans l'enclos, mais ce qu'ils ont appris avec le temps, c'est de le peindre, l'enclos, couleur arc-en-ciel, c'est de mettre de la musique, Mozart, si possible, quelque chose de doux. Mais on est toujours dans... Et cet enclos, il est bien présent. Et les personnes, avec cette puce, c'est là où on est dans on va dire, le côté dictatorial absolu, où les personnes ne pourront plus faire un fait et geste sans que des instances peuvent l'observer. Donc si ça vous intéresse pour vos enfants, ou bien même vous, si maintenant au boulot vous avez la diarrhée et que vous allez aux toilettes, que votre patron il sait combien de minutes vous étiez aux toilettes, et sans oublier que ça va être retiré de votre salaire, parce que ça va être à la seconde près votre prestation de travail, si ce monde-là il vous intéresse, il faut accepter la puce. Mais moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Je ne suis absolument pas branché pour me diriger vers un monde où vraiment, comme des machines, l'humain doit se diriger vers ce monde où on est contrôlé jour et nuit, nos faits et gestes, etc. Donc, de quand même tout doucement comprendre qu'on est des esclaves et qu'on devient des Spartacus et dire on ne veut pas de ce monde-là. On veut d'un monde où les personnes commencent un petit peu à faire travailler leur matière grise, leurs neurones, et on se dirige vers un monde qui est plus dans le partage, dans l'intelligence de l'être. On va éduquer nos enfants, on va les élever dans le sens noble, élever vers le haut, faire de ces enfants des génies intellectuels, spirituels, tout ce qu'il faut.
mais surtout pas un monde dans lequel nous sommes dans cet enclos, comme nous le sommes déjà, mais encore plus contrôlés que nous le sommes aujourd'hui. Après, oui, tout le côté, l'aspect positif de cette puce, c'est ça justement qui est le côté brillant, qui fait que les jeunes, surtout les jeunes aujourd'hui, oui, c'est cool, tu te rends compte, tu touches ta souris, il te reconnaît, tu peux accéder à tes sites, il n'y a plus besoin de mot de passe et tout ça. Oui, c'est l'aspect pratique. Et alors, on va dire, c'est quoi alors? Qu'est-ce qui va faire qu'on va vers ce monde-là? C'est toujours, on va dire, parmi les 7 péchés capitaux, pour moi, un des plus importants, c'est la paresse. Cette fameuse paresse, c'est pour ça que nous sommes aussi dans cette société fast-food où tout doit aller vite, tout doit aller directement, et c'est vers la facilité donc, que l'homme va, justement. Les personnes qui me suivent, qui me connaissent aujourd'hui, savent aussi que ma méthode à moi d'enseignement, d'expliquer les choses, ce n'est pas le mode fast-food. C'est pour ça aussi que je me refuse de faire des vidéos tout le temps de quelques minutes, ça ne sert à rien. On ne peut pas expliquer le fonctionnement de l'humanité, de l'être, de tout ce qui se passe en quelques minutes. C'est rien d'autre qu'une information qui vous traverse l'esprit, mais ce n'est pas ça qui va vraiment vous éclairer d'une manière réelle, c'est-à-dire où vous allez pouvoir vraiment utiliser ces informations. Il faut prendre son temps pour comprendre les choses. Donc on comprend qu'ils vont toujours utiliser les points faibles, la facilité des personnes pour se diriger vers ce monde qui est pour moi un monde froid, robotique et vers lequel nous ne devons absolument pas nous diriger. Voilà, donc ça c'est le sujet du transhumanisme. Encore une fois, ces vidéos sont destinées vraiment à donner une part de l'information. Vraiment, vous pouvez vous imaginer que déjà rien que cette histoire d'intelligence artificielle, on pourrait, et surtout moi je suis ici dans une forme de monologue puisque je vous apporte l'information, mais ce serait un sujet à débattre qui pourrait durer des heures et des heures, tellement il est important. Et donc, mais nous pouvons bien sûr, par rapport à mes conférences, mes ateliers que j'organise, donc c'est là où vous pouvez me rencontrer et où on peut avoir ces partages beaucoup plus riches encore pour approfondir ces sujets. Voilà, donc pour la prochaine émission, pour le mois de novembre, je vous propose un sujet bien sûr qui me parle énormément, qui est pour moi un petit peu aussi, on va dire, ce que j'utilise énormément pour véhiculer mon information, c'est le cinéma. Donc nous allons vraiment aborder le sujet du cinéma de fond en comble, de vraiment les points les plus importants que les gens doivent comprendre. Et pour ça, je vous dis donc à bientôt, je vous donne rendez-vous le mois prochain et je vous dis salut, ciao ciao!